Bonjour Jean-Baptiste, merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast sur Cryptost et pour nous parler de ce que tu fais, de ton entreprise Bitstamp. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, d'autant plus quand on sait que tu es un pionnier quand même de l'industrie crypto. Bitstamp étant une entreprise qui a été créée en 2011, donc il y a bien longtemps. Et pourtant, d'ailleurs, malgré ce statut, voilà, on le remarque, Bitstamp n'est pas sur le devant de la scène actuellement, mais on va essayer d'y revenir, de reparler de ça ensemble. Avant d'aller plus loin dans le podcast, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour ceux qui nous écoutent, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais et ce que c'est aussi que Bitstamp? Oui, bonjour à tous et bonjour Lilian. Donc, je suis le CEO de Bitstamp. Bitstamp, c'est une place de marché, c'est un échange de crypto-monnaies sur laquelle nos consommateurs, nos clients, on a 4 millions d'utilisateurs aujourd'hui, peuvent acheter et vendre de la crypto. On offre également des services de staking à nos utilisateurs. Et puis, on a une offre plutôt pour une clientèle institutionnelle, donc une marque blanche qui permet à des acteurs de pouvoir intégrer Bitstamp et de pouvoir offrir un accès à la crypto à leurs clients finaux. On est sur le marché évidemment depuis 2011, comme tu le mentionnais, et on est présent partout dans le monde, donc aux États-Unis, en Europe, également en Asie-Pacifique. Ok. Et avant de parler de tout ce qui touche à l'actualité, soit du marché crypto ou de Bitstamp, il me semblait intéressant de faire un petit détour du côté de votre histoire, puisque comme tu le mentionnais, Bitstamp donc, a été créé en 2011. C'est la première, si je ne me trompe pas, la première plateforme d'investissement en crypto qui a été créée dans l'histoire. Ça force le respect. Et si on rembobine et qu'on revient en 2011, le marché des cryptos, c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de crypto-monnaies. D'ailleurs, il y en avait qu'une, elle s'appelait Bitcoin. Et c'était encore très nébuleux, très peu connu du grand public. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à lancer une plateforme d'investissement pour les crypto-monnaies dans ce contexte-là? Mhm. Alors effectivement, si on retourne en 2011, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, pour pouvoir acheter la crypto-monnaie, il fallait passer par une plateforme d'échange qui se situait au Japon. Donc il fallait envoyer de l'argent au Japon. Ça prenait en général 2 à 5 jours pour envoyer du fiat au Japon afin de pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Et en fait, l'objectif de Bitstamp à l'époque, c'était de pouvoir offrir à une clientèle initialement plutôt européenne un accès super rapide et super facile à la crypto-monnaie, ce qui permettait à un Européen de passer par sa banque en Europe, d'envoyer de l'argent dans une autre banque en Europe, donc ça prenait une journée ou deux, et de pouvoir tout de suite acheter de la crypto-monnaie sur l'échange. Donc c'est comme ça qu'on a démarré l'échange à l'époque, en 2011. Moi, j'ai rejoint l'organisation en 2014, donc on était à peine 10 personnes dans le garage, vraiment une toute petite organisation. Le marché de la crypto à l'époque, était vraiment tout au début. Nous, on générait à peu près 20 millions de dollars d'échanges quotidiens sur la plateforme. Donc, quand on compare à, par exemple, l'année 2021 où jusqu'à 38, 40, 42 milliards d'échanges étaient faits sur Bitstamp. Donc, on était vraiment je dirais, aux prémices de la crypto à ce moment-là. Et pour nous, ce qui était intéressant, c'est que pour pouvoir attirer davantage de consommateurs et de créer une mini-adoption, je dirais, notre pendant était plutôt de devenir le premier acteur régulé dans le monde. Donc, on a fait un peu le tour d'Europe. On est allé voir différents pays européens pour essayer d'être régulé d'une manière ou d'une autre. Et en fait, donc on est allé par exemple en Angleterre, en Allemagne et d'autres pays, la France également. Et en fait, le seul pays à l'époque, hein, on est en 2012-2013, le seul pays dans lequel on pouvait obtenir ce statut euh, d'acteur régulé était le Luxembourg. Donc, on est régulé depuis 2016 comme un établissement de paiement en Europe. Et donc, ça nous permet de faire deux choses. Ça nous permet d'offrir un service totalement en conformité dans les pays dans lesquels on opère. Et l'autre aspect aussi qui est important, et ça on le voit de plus en plus, mais forcément beaucoup moins à l'époque, hein, en 2016, c'est qu'en étant régulé, ça nous permettait d'attirer des acteurs institutionnels qui voulaient faire leur premier pas dans la crypto et qui voulaient s'adosser à un acteur de référence totalement conforme et sécurisé. Et donc, ça nous a permis, typiquement, dès les années 2016-2017, de pouvoir faire des partenariats avec des acteurs comme Revolut, comme eToro, comme Swissquote notamment,
où en fait on mettait à disposition nos solutions et ce qui leur permettrait d'offrir un accès à la crypto à leurs clients finaux. Donc là, on est dans les années 2016-2017. Et puis en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une belle institutionnalisation du marché de la crypto. On voit tout un tas d'acteurs qui rentrent sur le marché, des acteurs traditionnels, des banques, des asset managers, des établissements de paiement, qui veulent aujourd'hui rentrer sur le marché et puis de pouvoir effectivement offrir un accès à la crypto à leurs clients finaux, donc un peu en B2B2C. Donc voilà, moi j'ai rejoint donc en 2014, tout au début. J'ai rejoint un nouveau Bitstamp donc il y a maintenant 2 ans, et donc je m'occupe maintenant de la direction générale. Donc je suis le CEO pour l'Europe, et on essaie voilà petit à petit d'offrir davantage de produits, de faire une belle expansion géographique, et puis de regagner certaines parts de marché qu'on a perdues hein, au fil des années. Faut le savoir, Bitstamp dans les années 2013-2014, c'était plus de 25% des parts de marché au niveau crypto. Et donc, notre objectif aujourd'hui, bah, c'est de pouvoir continuer à offrir un service totalement conforme, sécurisé, et puis de regagner certaines parts de marché des acteurs qui sont entrés un petit peu après nous, en Mm. synthèse. Ouais. Et tu parlais de régulation, tu parlais aussi, bah, justement, tu l'évoquais, le fait que vous ayez perdu un petit peu des parts de marché au fil des années. Euh, Ça, là, on va revenir un petit peu sur votre actualité. Vous avez obtenu en tout début d'année le fameux enregistrement PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, qui est délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ça vous permettrait théoriquement, je dis bien théoriquement parce que le contexte aujourd'hui fait que peut-être ce que je vais dire n'aura plus de valeur dans quelques temps, mais ça vous permettrait éventuellement de pouvoir communiquer en France de manière sponsorisée auprès de médias, d'influenceurs, etc. Est-ce que pour vous, c'est une manière peut-être de récupérer une part de marché en France quand on sait que Bitstamp n'est pas forcément la première plateforme d'échange dont on parle aujourd'hui quand on s'ouvre au marché des cryptos? Oui, effectivement, il y a plusieurs éléments ici. C'est qu'en fait, nous, on a un portefeuille avec 51 licences hein, dans le monde, donc aux États-Unis, également en Europe. Et on est un peu dans une transition réglementaire aujourd'hui. C'est-à-dire que si on regarde la crypto, enfin, à l'époque, hein, 2013, 2014, il n'y avait aucun cadre réglementaire. Donc, c'était plutôt, je dirais, au bon vouloir des plateformes de se mettre, je dirais, dans les standards du marché sans forcément être régulé. Et là, on est dans un patchwork ou je dirais dans une transition réglementaire, c'est-à-dire que chaque pays européen a son approche par rapport à la crypto. Donc, il faut faire un petit peu une sorte de tour d'Europe pour être régulé, pour obtenir les différents enregistrements PSAN ou VASP. Alors, évidemment, pour des acteurs de petite taille, c'est très coûteux, c'est très complexe. Le cadre réglementaire est fragmenté. Et donc, ce que nous, on a décidé de faire, c'est vraiment d'aller chercher un enregistrement dans les marchés dans lesquels on était déjà présent, sans être, comme tu le précisais, un client actif d'un point de vue commercial et marketing, hein, pour rester en conformité avec le cadre local. Et donc, on est vraiment ravis de pouvoir obtenir le PSAN en France donc depuis le mois de février, ce qui va nous permettre effectivement de mettre tout un tas d'activités marketing et de développement commercial pour être au plus près de nos clients et d'attirer davantage de prospects sur la plateforme. Aujourd'hui, en France, on a plus de 120 000 clients aujourd'hui. Et donc, avec l'obtention du PSAN, ça va nous permettre de regagner certaines parts de marché, d'être beaucoup plus présent, de pouvoir communiquer évidemment sur nos activités, de pouvoir localiser la plateforme, donc d'avoir un site en français, une application en français, et donc de pouvoir développer notre activité en France et simplement maintenant avec le PSAN, on est tout à fait en mesure de pouvoir le faire. Et c'est un petit peu la même approche dans les différents pays européens, c'est-à-dire qu'il faut ce PSAN pour pouvoir développer ses activités. Et nous, on est très supporters de MiCA hein, finalement, puisque MiCA va permettre d'harmoniser en fait hein, le cadre réglementaire en Europe, d'être présent dans un pays, de pouvoir passeporter ses activités dans les autres pays européens, et évidemment d'éviter toute cette transition réglementaire qui est vraiment complexe et puis surtout très coûteuse. Et puis c'est un cadre qui évolue de manière continue. On le Mm, voit en France, on le bien voit dans sûr. d'autres pays. Donc c'est pas effectivement de tout repos et nous on est vraiment très très fervents supporters pour Mika. Pas uniquement pour nous, mais de pouvoir permettre à tout un tas de nouveaux acteurs de pouvoir rentrer sur ce marché, de pouvoir être régulés
Et en étant régulé, en fait, ça va créer de la confiance, ça va augmenter la protection des consommateurs, et donc ça permettra d'avoir une adoption encore plus importante au niveau du marché de la crypto. Donc nous, on est vraiment très très fervents supporters de Mika, mais il faut être patient, quoi. Bien sûr. Et en termes de mise en conformité, il me semble que vous êtes quand même un très bon élève en tant que plateforme d'échange. Si je ne dis pas de bêtises, en me renseignant un petit peu pour préparer l'interview, j'ai vu que vous aviez été les premiers à mettre en place un système de KYC dans le monde. Ce- C'est ça, ouais, exactement, Lyon. Effectivement, nous, je pense que le premier point, c'est qu'en fait, un tiers de nos salariés, aujourd'hui, on a plus de 450 personnes hein, sur la plateforme en tant que salariés. Un tiers de nos salariés travaillent sur des problématiques de conformité, de compliance, de KYC, dans les départements juridiques, également dans la sécurité informatique. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et pourquoi c'est important? C'est parce que notre ambition, c'est vraiment d'être l'acteur de référence à la fois pour la clientèle institutionnelle qui recherche des solutions conformes, totalement sécurisées, et en même temps d'apporter le meilleur service pour une clientèle plutôt retail et d'apporter également cette sécurité dans la relation commerciale. Et donc, pour faire tout ça, effectivement, dans les années 2012-2013, on était forcément le premier acteur à se lancer un peu dans le KYC, justement pour avoir un peu une patte blanche hein, sur le marché, pour se faire respecter aussi de la part des régulateurs et puis de nos partenaires institutionnels. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, c'est devenu quand même un market, enfin, gérer un market standard hein, de faire du KYC. Donc, on a une bonne expérience par rapport à ça. Ça nous a permis aussi de mettre en place je dirais, la bonne expérience utilisateur pour pouvoir faciliter un KYC de la part de nos utilisateurs et de pouvoir s'onboarder en quelques minutes sur l'échange. Mais tu as tout à fait raison. Effectivement, on était un des pionniers à l'époque sur la partie KYC. Maintenant, c'est devenu vraiment une pratique de marché. Bien sûr, bien sûr. Et en tout cas, c'est intéressant de voir ton avis sur la régulation. Comme tu l'expliquais, en effet, on voit que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, on n'avance pas dans la même direction et à la même vitesse au sujet de la régulation. En Europe, on a la chance, je vais dire ça comme ça, d'avoir MiCA. En tout cas, c'est un cadre qui est fixé, qui est bien défini. Et au moins, ça permet aux entreprises de savoir à quelle sauce elles vont être mangées puisque pas de cadre réglementaire ne signifie pas forcément un cadre ouvert. On l'a vu récemment avec certains pays qui semblaient être ouverts aux cryptos et qui sont revenus en arrière et qui finalement maintenant la taxent bien plus que ce qui se passe en France. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi la France? Comment est-ce que vous voyez l'écosystème en France, la régulation en France? Est-ce que, euh, est-ce que là, le fait d'avoir choisi le PSAN, c'est vraiment un choix pour la France ou c'est un choix de se réguler de manière générale partout en Europe? Puisque, comme tu le disais, il y a ce fameux passeport qui fait que si on détient un équivalent PSAN quelque part dans un pays européen, finalement, on a l'ouverture sur toute l'Europe. Donc, pourquoi la France? Et effectivement, alors le premier point, c'est effectivement on observe aujourd'hui un marché global au niveau de la crypto où l'Europe a pris un peu la pole position. Et ça, Mhm. c'est vraiment intéressant puisque il y a encore quelques années, on disait souvent, voilà, les États-Unis ont pris le pendant sur le marché de la crypto, sur le blockchain. Il y avait énormément d'investissements sur pas mal de startups et d'entreprises du marché crypto. Et en fait, ce qu'on est en train je dirais de voir aujourd'hui, c'est un peu une redistribution des cartes, en fait, entre les différentes régions. Et le fait d'avoir ce projet Mika vraiment plutôt très clair, qui va permettre justement à des acteurs crypto de s'installer dans un pays européen et puis de pouvoir passeporter les activités dans les autres pays européens. Je pense que l'Europe a pris une belle place, enfin vraiment pour moi la pole position. Ce qui va être intéressant de voir, c'est avec toutes les actions de la SEC, notamment aux États-Unis, il y a plus de 12 actions en cours hein, sur Kraken, sur Coinbase, sur Binance également. Ça va être vraiment intéressant de voir un peu comment le cadre va pouvoir se clarifier, parce que c'est un petit peu ce qui manque en fait aux États-Unis aujourd'hui, c'est la clarté au niveau du cadre réglementaire, ce qui crée quand même pas mal de complications pour pouvoir opérer de manière, je dirais, pérenne et saine. Et puis de l'autre côté, quand on regarde au niveau de l'Asie-Pacifique, on voit également l'Asie, enfin au niveau Hong Kong, au niveau Singapour, il y a une certaine clarté, mais ça reste vraiment des pays qui sont de moindre taille.
Donc, il n'y a pas encore une régionalisation, je dirais, du cadre réglementaire au niveau de l'Asie-Pacifique. Alors, évidemment, la question, enfin, et c'est intéressant, c'est que avec un peu cette redistribution des cartes, en fait, on voit que certains acteurs américains aujourd'hui vraiment se grattent un peu la tête ou se posent la question en se disant, bah, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'établir en Europe, où le cadre réglementaire est super clair, où on va éviter des actions avec la SEC, qui sont ultra coûteuses. Et donc, on voit certains acteurs, certains de nos partenaires et certains de nos clients qui progressivement, depuis 2 mois à peu près, depuis, je dirais, je dirais le collapse des banques américaines notamment, la pression réglementaire au niveau de la SEC, qui se posent la question en disant, mais, pourquoi on n'établirait pas un établissement en Europe et puis de pouvoir continuer Hmm. nos activités en Europe. Alors, si on zoome en Europe, effectivement, il y a des pays, alors si on regarde les 3-4 dernières années, je pense que la UK a pris évidemment la pole position depuis le début, hein, depuis 5-6 ans, 7 ans sur le marché de la crypto. On a vu l'Allemagne qui s'est fortement positionnée il y a encore 4-5 ans. Et là, on voit effectivement la France qui rattrape le peloton de tête, hein, si je peux dire ainsi. On voit que Circle va s'installer en France, Binance s'est installé en France. Et pour nous, effectivement, c'est intéressant de regarder la France. Je pense que c'est un marché super innovant. Il y a une demande au niveau de la crypto, au niveau des acteurs institutionnels. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on est allé chercher le PSAN pour pouvoir opérer la France, mettre à disposition nos produits pour une clientèle institutionnelle. Et on voit de nombreux institutionnels avec un intérêt pour la crypto. Et puis effectivement, de pouvoir continuer à offrir nos produits pour la clientèle retail. Maintenant, la question, est-ce qu'on va installer notre siège social global, headquarter en France? Beaucoup de discussions en interne, on n'a pas encore tranché sur la question. Mais en tout cas, effectivement, je pense que la France est super bien positionnée pour être le pays de référence en Europe pour le marché de la crypto. Ouais. Et comme tu le disais, hein, placer un cadre réglementaire, c'est extrêmement important et ça a permis justement à la France notamment de pouvoir attirer des grands acteurs américains, notamment Circle, je pense que c'est à cette entreprise que tu faisais référence tout à l'heure. Donc avoir un cadre réglementaire, c'est sûr, c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir à quel endroit est-ce qu'on place le curseur et je pense que c'est une bonne transition vers un sujet d'actualité en ce moment, cette fameuse loi sur les influenceurs qui va toucher le secteur des crypto-monnaies. Pour faire très simple et résumer la situation, globalement, dans l'état actuel de cette proposition de loi qui a été votée et validée à l'Assemblée nationale, les entreprises qui ne sont pas agréées PSAN ne pourront plus communiquer de manière sponsorisée avec des influenceurs crypto, des médias crypto qui n'ont pas, en tout cas, qui ne sont pas définis comme des organes de presse. Donc, globalement, dans l'état actuel de notre marché, on n'a aucune entreprise qui est agréée PSAN. Vous êtes PSAN et vous êtes enregistré. Donc, Exactement. vous êtes directement impacté. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Vous êtes directement impacté, je Tout à pense, fait. par cette loi. Comment, de quel œil est-ce que vous voyez ça? Cette régulation qui est en train justement de se pousser dans le domaine des cryptos. Et là, on voit que c'est peut-être en train d'aller un petit peu trop loin. Je ne sais pas ton avis là-dessus, est-ce que tu pourrais nous le donner? Ouais, effectivement, je pense que la situation devient vraiment excessive, puisqu'on va éteindre la lumière dans l'écosystème crypto, en France en tout cas, si effectivement la loi ou en tout cas le projet reste tel qu'il est aujourd'hui. Et nous, en tant qu'acteurs crypto, ce qu'on aime faire et ce qu'on fait depuis déjà une douzaine d'années, évidemment, c'est de pouvoir éduquer les régulateurs et les législateurs, faire beaucoup de travail de lobbying sur des problématiques qui sont importantes comme celle-ci. Et effectivement, le risque aujourd'hui, c'est vraiment d'éteindre complètement la communication sur l'écosystème crypto, puisque aucun acteur n'est régulé. Nous, comme tu le précisais, hein, Léon, nous, on est juste enregistré comme Upsan, mais il y a aucun acteur aujourd'hui qui est régulé avec la possibilité justement de pouvoir communiquer sur ces activités. Donc, c'est un sujet vraiment dangereux, excessif, et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travail de fond qui est fait par les acteurs crypto justement pour essayer d'éduquer, de faire du lobbying, de pouvoir justement essayer de trouver un arrangement pour éviter que ce projet de loi finalement soit un peu une épée de Damoclès qui tombe sur l'écosystème crypto. Donc il y a tout un travail de fond. Maintenant, c'est un peu la course contre le temps et Hmm. je ne sais pas dans quelle mesure l'écosystème arrivera à faire entendre sa voix et de pouvoir faire les modifications nécessaires pour que ce soit un peu plus balancé en fait par rapport à ce qui est proposé.
Maintenant, voilà, effectivement, il ne nous reste que quelques semaines, quelques jours pour aller de l'avant et essayer de trouver une solution avec les autorités. Mais c'est une menace. Pour moi, c'est vraiment une épée de Damoclès qui peut vraiment tomber sur Mm. l'écosystème crypto en France. Et donc, par rapport au point de tout à l'heure, ça pourrait effectivement permettre à d'autres pays européens de se positionner d'une manière différente. C'est tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant en France pour attirer des acteurs de référence comme Binance, comme Circle, hein, comme on le mentionnait Mhm. tout à l'heure. Finalement, tout ce travail-là, qui a été fait, qui a été fait de manière qualitative. Et franchement, enfin, on a été en relation avec la CPR et l'AMF et ils ont fait vraiment un super travail. Je pense qu'ils sont très, très préparés, très pragmatiques. Et le traitement de nos dossiers au niveau du PSAN enfin, l'expérience a été vraiment très, très bonne. Mais là, effectivement, avec cette épée de Damoclès, ça peut refroidir certains acteurs qui les obligerait potentiellement à quitter la France ou aller s'installer simplement dans d'autres pays européens. Et donc de perdre un peu tout l'avantage compétitif qui avait essayé d'être mis en place durant les 2, 3, 4 dernières années en fait. Donc c'est Mm. vraiment dangereux et excessif. Maintenant, c'est un peu la course contre la montre et il va falloir trouver une balance pour éviter effectivement que cette épée de Damoclès tombe sur l'écosystème. Mm. Ouais, c'est en effet le risque, à mon sens, de balayer tout ce qui a été construit depuis quelques années positivement, justement, le fait de pouvoir Exactement. attirer des grands acteurs. Bon, on a beaucoup parlé du contexte, des actualités, etc. Revenons un petit peu sur Bitstamp, puisque c'est aussi Mhm. l'idée de cette interview. Qu'est-ce que tu as à nous dire un petit peu sur les actualités de Bitstamp? Je sais que vous sortez des gros produits là très prochainement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, nous, notre objectif, en fait, c'est de pouvoir essayer de démocratiser, en fait, hein, le marché. Donc, ce qu'on a fait très récemment, c'est qu'on a lancé une nouvelle application destinée, je dirais, à un tout grand public, avec une expérience utilisateur la plus simple du monde possible. Et ce qui permet effectivement je dirais, à un consommateur un peu novice qui veut faire ses premiers pas dans la crypto, de pouvoir télécharger l'application, de pouvoir faire ses premiers achats en crypto. Et sur Bitstamp, en fait, jusqu'à 1000 $ par mois, il n'y a pas de frais de transaction. Donc, ça permet à des utilisateurs vraiment de faire les premiers pas dans la crypto, de pouvoir acheter ses premiers actifs digitaux. Et donc, c'est une application que nous, on appelle Simple App. Alors, il y a le One Click Payment chez Amazon. C'est quasiment la même chose au niveau de Bitstamp avec l'achat de crypto. Et donc, c'est mis à disposition du marché aujourd'hui, déjà sous Android, et puis effectivement, il y aura une version iOS qui devrait être mise à disposition dans les prochains mois. Ça, c'est pour la partie, je dirais, démocratiser un peu l'accès à la crypto. Mhm. Ce qui est complété par, on a ce qu'on appelle nous un Learn Center. Donc, ça permet effectivement de pouvoir s'éduquer sur la crypto, sur certains actifs, sur le fonctionnement du marché, ce qui permet aux utilisateurs, voilà, de manière tout à fait informée, de faire leurs premiers pas et puis de choisir des actifs sur lesquels ils souhaitent s'exposer. Ça, c'est pour la partie, je dirais, premier pas dans la crypto. Et puis, il y a un autre produit aussi qu'on vient de lancer cette semaine qui fait partie de notre programme, ce qu'on appelle Earn. Donc, dans Earn, en fait, il y a la partie stacking ou staking. Et puis, il y a un autre produit qui s'appelle Lending et qui permet à nos utilisateurs, à nos clients, de pouvoir prêter une partie de leur portefeuille crypto et de pouvoir générer en fait des récompenses ou des awards ou des intérêts, si on peut parler ainsi, sur la crypto qui est prêtée. Et donc, ça leur permet, finalement, il y a certains actifs qu'on ne peut pas staker, mais ça leur permet de générer justement des intérêts sur des actifs qui ne sont pas stakables. Donc, typiquement, on parle de XRP, on offre 9 actifs aujourd'hui pour la partie lending, et ça permet de générer des intérêts jusqu'à 4,4% par an. Ce qui est super intéressant, c'est que l'expérience utilisateur est vraiment super fluide. Enfin, c'est vraiment deux, trois clics et vous prêtez votre crypto. Les intérêts sont versés tous les jours. Donc ça, c'est vraiment super intéressant également. Et le troisième point, en fait, c'est que l'utilisateur, s'il a besoin de liquidité, en fait, il peut sortir du programme de manière instantanée et il n'est pas bloqué pour une période de 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Mhm. Donc c'est vraiment super fluide et instantané. Et le produit vient de sortir il y a quelques jours en France notamment. On avait fait quelques tests depuis 2, 3 semaines. L'expérience utilisateur est vraiment super bonne et j'encourage tout à chacun à faire ses premiers pas évidemment sur la partie lending. Nous, on s'est associé avec un autre acteur régulé justement pour offrir le maximum de transparence, une bonne gestion des risques et puis surtout ce qui est important, c'est d'avoir l'expérience utilisateur qui va avec et en 2, 3 clics, ça permet de prêter une partie de son portefeuille, de générer des intérêts et puis de sortir à tout moment si vous avez besoin
d'un accès à la liquidité. Donc ça, ce sont les deux produits retail, je dirais. Et puis un troisième produit qui est important pour nous, surtout pour les institutionnels, bah, c'est notre produit un peu marque blanche, qui permet à une banque ou à un établissement de paiement d'intégrer Bitstamp et d'offrir de la crypto-monnaie à leurs clients finaux. Et aujourd'hui, on a plus de 20 acteurs, donc on en parlait tout à l'heure, eToro ou Swissquote ou Revolut, qui intègrent nos solutions et qui les mettent à disposition de leurs clients finaux. Et en France, on a potentiellement quelques partenariats qui vont être potentiellement lancés cette année dans le même contexte. Donc, des acteurs traditionnels qui intègrent Bitstamp pour pouvoir offrir de la crypto-monnaie. Alors, je peux pas citer de nom pour le moment, mais j'espère Bien sûr. pouvoir le faire dans les prochains mois. Non, on invite tous ceux qui nous écoutent à suivre Bitstamp évidemment sur les réseaux pour à ne pas manquer ces grosses actualités. Moi, je voulais revenir sur un autre point en lien toujours avec l'actualité du marché crypto et en lien aussi bien sûr avec Bitstamp. L'année dernière a été quand même assez compliquée pour le marché crypto. L'année 2022, on a eu l'effondrement de Terra, Luna, on a eu l'effondrement de 3AC, etc., jusqu'à la faillite évidemment de FTX, celle qui reste encore dans toutes les mémoires. Après la faillite de FTX, voilà, la confiance envers les plateformes d'échange centralisées était un peu brisée. Et on a vu pas mal de plateformes essayer de multiplier les efforts pour récupérer la confiance de ses clients. C'est intéressant d'avoir votre point de vue à ce sujet. Comment est-ce que vous avez opéré pour essayer de conserver la confiance de vos clients, voire peut-être la récupérer si elle était un peu perdue? Ouais, effectivement, non, ça a été une année un peu houleuse, hein, l'année 2022 entre le bear market et je dirais, tous les incidents qui se sont passés sur le marché. Euh, Nous, depuis novembre, en fait, donc depuis la fin de FTX, ce qui est intéressant pour Bitstamp, c'est que du fait qu'on a pris un pendant en étant un acteur régulé, en conformité, maximum de sécurité, en fait, vraiment juste après FTX et le collapse, en fait, ce qu'on a vu, c'est que nos parts de marché ont quasiment triplé quelques jours après la fin de FTX. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos clients, mais également de nombreux acteurs, cherchaient, je dirais, un échange où il y avait une certaine protection, une certaine sécurité. Et évidemment, nous, on est sur le marché depuis 2011. Donc, cette protection, cette sécurité, cette conformité, on l'a établie depuis déjà tout un tas d'années. Et ce qui nous permet d'être perçus dans l'écosystème au niveau global comme vraiment l'acteur de référence au niveau sécurité, au niveau confiance. Et donc, depuis le mois de novembre, en fait, nous, on voit nos volumes qui augmentent. Je pense qu'on a récupéré une grosse partie des clients de FTX. Et ça nous permet évidemment de générer davantage de volume sur la plateforme. Et quand il y a plus de volume et plus de liquidité sur la plateforme, ça attire encore plus davantage de traders. Donc, il y a un effet un peu network effect, hein, qu'on est en train de réaliser sur Bitstamp. Donc, les mois par exemple, janvier, février, mars pour Bitstamp ont été des mois qui ont été vraiment propices. Et simplement parce qu'on essaie de faire les choses du mieux possible et d'être en conformité partout où on opère, ce qui est vraiment différent par rapport à ce qu'on a vu chez FTX, hein. Nous, l'argent de nos clients reste l'argent de nos clients. On n'achète pas de real estate aux Bahamas Mhm. ou ailleurs. On opère en toute sécurité. Et de la même manière, on parlait du lending, hein, tout à l'heure, le client peut rentrer dans le programme de lending, mais c'est son choix, c'est pas quelque chose que Bitstamp va imposer, ce qui n'était pas forcément le cas avec FTX. Donc nous, on est là depuis déjà 12 ans, avec une bonne gouvernance, avec une bonne gestion des risques, aucune exposition sur FTX, et donc ça nous permet déjà depuis 12 ans je dirais de naviguer autour de crises dans l'écosystème. Il y en a eu beaucoup déjà depuis 2011, 2012. Et comme tu le précises, on est toujours là aujourd'hui et tout à même de pouvoir donner un accès crypto dans tous les pays dans lesquels on opère. Donc pour nous, FTX, c'était plus, malheureusement, hein, je dirais, c'était plus une opportunité pour Bitstamp, hein. C'est terrible pour l'écosystème, mais en tout cas pour Bien sûr. Bitstamp, effectivement, c'est une super opportunité de pouvoir servir davantage de clients de manière tout à fait sécurité et confort. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. On arrive à la fin de cette interview. Avant de se quitter, je voulais te laisser le mot de la fin. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire systématiquement. Est-ce que tu as une petite exclusivité à partager à Cryptost? Par exemple, est-ce que Bitstamp recrute en France ce genre d'informations qui pourraient intéresser les personnes qui nous écoutent?
Alors, effectivement, je pense qu'il y a deux infos intéressantes en ce qui nous concerne. Donc, la première, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est que vous pouvez trader jusqu'à 1000 $ mensuels gratuitement sur Bitstamp. Donc, s'il y a un intérêt à faire ses premiers pas dans la crypto, ou en tout cas à bénéficier de cette expérience-là, c'est une offre qui est en cours et qui sera en place certainement jusqu'à la fin de l'année 2023. Et puis la deuxième partie, qui est intéressant aussi pour nous. Nous, on est une plateforme d'échange, on offre de la crypto-monnaie. Par contre, effectivement, on voit qu'il y a une évolution au niveau du marché, notamment au niveau de la tokenisation. Donc, s'il y a des sujets de tokenisation qui peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mais qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi. On est en train de réfléchir je dirais, à une entrée sur le marché avec différents partenaires. Donc, je serais ravi de pouvoir être voilà, mis en relation avec certaines personnes qui écoutent aujourd'hui pour pouvoir échanger et puis potentiellement, probablement, pas pour 2023, mais en tout cas à partir de 2024, de pouvoir, pour Bitstamp, de pouvoir entrer sur le marché de la tokenisation. Et puis, voilà, on va voir comment le marché évolue. Ça a été un premier trimestre assez rock'n'roll. Maintenant, on verra comment ça se passe au niveau des prochains trimestres. Mais effectivement, en mettant de l'éducation, en faisant du bon lobbying, avec un accès à la crypto en toute conformité, nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est participer à une adoption massive au niveau de l'écosystème. Donc, on va continuer voilà, petit à petit à établir notre leadership, notamment en France, mais également évidemment dans tous les pays dans lesquels on opère. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous sur Cryptos pour ce podcast. Merci de nous avoir rejoints. Merci aussi pour ces avis précieux et surtout sur des sujets comme la régulation, qui sont des sujets très importants, des gros sujets d'actualité. Je vous invite, tous ceux qui nous écoutent, à regarder les liens qui sont dans la description de cette vidéo, d'aller voir un peu ce qui se passe autour de Bitstamp, de suivre aussi les réseaux sociaux. Il y a des gros sujets qui arrivent très prochainement cette année. Merci beaucoup pour ton temps, Merci Jean-Baptiste. beaucoup, Lilian. Je te souhaite une excellente journée. Excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup, Lilian. À très bientôt.